Maintenant, avec un sujet, moi je dirais qui nous est cher chez GS1, mais je pense que notre prochain intervenant, Jean-Claude Kaufmann, vous dira que c'est totalement différent, la question de l'identification et la question de l'identité, sans trop dévoiler bien entendu ce qu'il va dire, mais voilà, il nous fallait traiter cette question de l'identité, avoir un sociologue français réputé pour faire cet exercice, ça nous a paru une évidence. Voilà, donc je vous demande d'accueillir Jean-Claude Kaufmann qui va nous faire voilà, réagir sur la question de l'identité. J'enlève mon masque. Il me pose personnellement un très gros problème de faux plis caractérisés sur ma moustache. Vous savez, l'identité, je vous parlais d'identité, et plus on s'éloigne d'un individu, moins on le connaît, plus l'identification va se résumer à un signe quelconque, une petite chose lointaine. Pour qui ne me connaît pas trop, je suis donc le sociologue à la grande moustache. Et depuis qu'il y a le masque, ça me pose de grands problèmes. Mais est-ce que l'identité, ce n'est qu'un signe lointain du point de vue de l'individu lui-même, bien sûr? L'individu va vous dire non, j'ai une vie très très riche, je suis un individu complexe. Identité. Le mot est partout aujourd'hui. Il suffit de faire une petite expérience en une journée, lire les journaux, écouter la radio, regarder la télé et noter le nombre de fois où le mot identité est employé. Identité culturelle, identité religieuse, crise d'identité de l'adolescent, identité des marques, identité des produits également. Carte d'identité. Parle-t-on de la même chose? Et j'ai été amené à travailler sur la question d'identité et évidemment, je me suis posé le problème. Et c'est très bizarre. Les chercheurs qui travaillent sur la question d'identité, au début, ils sont enthousiastes parce que le terme a l'air de porter quelque chose de fort. Et il porte quelque chose de fort. Il est heuristique, comme on dit. Il a une charge intellectuelle. Et plus on avance dans les questions, plus on est envahi par un malaise parce que plus on se pose la question, mais finalement, l'identité, qu'est-ce que c'est? Et c'est ce qui m'est arrivé personnellement. Plus j'avançais dans le travail sur l'identité, plus j'étais rempli de questions et de doutes. Donc j'ai commencé, comme un étudiant de première année, à lire toutes les encyclopédies, les synthèses, les travaux sur l'identité. Et plus je faisais ce travail, moins je comprenais ce qu'était l'identité. En fait, l'explication de cette confusion, c'est qu'il y a des définitions non seulement nombreuses, mais contradictoires de ce qu'est l'identité. Donc, si on met tout ensemble, on comprend de moins en moins. Il y a un sociologue américain qui s'appelle Erving Goffman, pas Kaufman, mais Goffman, qui a eu le même agacement que moi et qui a dit finalement l'identité, c'est un concept barbe à papa. Tout se colle à l'identité et au bout d'un moment, tout peut être ramené à l'identité et on ne sait plus ce que c'est. Donc j'étais rendu à cette situation et je me suis dit, pour essayer de comprendre un petit peu mieux, je vais essayer de voir quand est apparue la notion. Est-ce qu'on a parlé tout le temps d'identité? Ou est-ce que c'est apparu à un certain moment? L'histoire permet souvent de comprendre beaucoup de choses. Et pourquoi c'est apparu à un certain moment? Et la réponse était très claire. L'identité est une notion récente. N'y avait-il pas d'identité autrefois? Si, bien sûr. Il y avait des identités, les gens étaient définis d'une certaine manière, mais ils étaient définis d'une manière très stable par la place sociale qu'ils occupaient. Ils étaient définis par ce lieu et par ce contexte, et il n'y avait pas matière à se poser de questions sur l'identité, parce que leur identité était d'une certaine manière évidente. Et l'identité apparaît, je dis récemment, c'est quand même un petit peu ancien, elle apparaît en deux étapes historiques. D'abord, il y a environ 2 siècles, à partir de l'État, du sommet de la société, et au niveau des individus beaucoup plus récemment, dans l'après-guerre, autour des années 60. Alors, première étape, du point de vue de l'État, c'est l'apparition des papiers d'identité. C'est-à-dire, dans les sociétés anciennes, il n'y avait pas de papier d'identité, parce que dans les communautés, chacun connaissait chacun,
Et l'État n'était pas séparé de la société, donc il n'y avait pas de nécessité d'avoir une identification des individus, parce que tout le monde se connaissait. Les plus anciens papiers ne sont pas des papiers d'État, ce sont les registres de baptême. Et sous Napoléon, les registres de baptême intègrent l'état civil. Voilà les premiers papiers identifiant les individus. Ce ne sont pas encore des papiers que l'individu porte sur lui-même. La carte d'identité ou un code-barre de passe sanitaire. Ça, ces papiers-là, c'est encore plus récent. La carte d'identité en France, c'est 1940. Hein, c'est le régime de Vichy. Avant, il n'y a pas de carte d'identité, de papier personnel. Les premiers papiers d'identité sont à propos de populations incertaines qu'on maîtrise mal, voyageuses, les tziganes au XIXe siècle, par exemple. On commence à faire des fiches anthropométriques pour contrôler. À mesure que l'État se sépare des populations, il a besoin non pas de les connaître, peut-être de les connaître un peu, mais surtout de les identifier, de ne pas confondre une personne avec une autre pour pouvoir gérer ces populations. C'est ces identifications à partir des papiers d'identité, mais c'est extrêmement intéressant. Quand un policier dans la rue vous demande vos papiers, vous produisez votre document d'identité qui fait preuve de ce que vous êtes. L'important, ce n'est pas vous-même, ce n'est pas la personne, c'est le papier qui est la preuve de ce que vous êtes. Et dans cette idée-là, c'est tout simple l'identité, c'est quelques petites notions, de plus en plus des identifications numériques, des marqueurs biologiques, mais un certain nombre de choses. On a l'impression qu'on peut faire le tour de l'identité et que c'est tout simple l'identité, c'est un donné factuel et que tout est dit assez rapidement. Du point de vue de l'État, c'est très simple. Du point de vue de l'individu, ce n'est pas la même chose. Et on commence à parler d'identité, de ces crises d'identité de l'adolescence. Ça a commencé beaucoup par cette question-là dans les années 60. Autour des années 60, il s'est passé quelque chose à cette période historique. Certains parlent d'une seconde modernité. Nous sommes rentrés dans une nouvelle époque. C'est un changement relativement important. Nouvelle époque marquée par un changement du rapport entre l'individu et le groupe. Nous passons d'une société où l'individu était, je l'ai dit, défini un petit peu par sa place sociale, par son groupe d'appartenance, à une société qui, en théorie, est fondée sur l'autonomie de l'individu. Quand je parle des années 60, c'est de manière large. Les ruptures historiques, c'est jamais du jour au lendemain, c'est des processus très longs, même s'il y a des moments de rupture, et surtout, les années 60, c'est pas 68. Hein, c'est l'ensemble, beaucoup de choses commencent dès le début des années 60, l'émancipation des femmes, la construction de la culture de la jeunesse, la musique rock, les corps qui se mettent en mouvement. On brise les contraintes anciennes, et l'individu donne l'impression de se libérer, de devenir auteur de sa propre vie, créateur de sa propre existence et décideur dans tous les domaines. Il va, contrairement à l'ancienne société, choisir des produits sans cesse différents qui vont jouer un rôle dans la construction de sa personnalité et de son identité, mais choisir aussi sa vérité, choisir sa morale. Autrefois, il y avait un sens collectif du bien et du mal. Et aujourd'hui, c'est, excepté ce qui est interdit par la loi, chacun peut décider et définir son propre sens du bien et du mal, ce qui est bien et ce qui est mal, choisir sa vérité. Comment élever l'enfant ? Il y a 2 siècles, la grand-mère transmettait à sa fille les manières de faire qui se transmettaient de génération en génération pour élever l'enfant. Aujourd'hui, la jeune future mère, sur fond d'angoisse, va se poser 1000 questions, lire des magazines, écouter des pédiatres, etc., et essayer de construire sa vérité. C'est une société d'élargissement de la créativité individuelle, de la responsabilité qui est enthousiasmante, surtout pour les personnes qui ont les ressources de le faire. Celles qui sont plus insécurisées, c'est beaucoup plus difficile pour elles, mais qui du coup va poser la question
de l'identité, de qui l'on est, parce que l'on décide et l'on change à chaque instant, et de plus en plus. Ce qui produit une insécurisation d'un certain nombre de personnes qui vont s'enfermer, c'est un phénomène que l'on voit se développer très fort aujourd'hui, dans des bulles, collectivement dans des bulles de certitude. On parle des fois d'archipélisation de la société, mais c'est plus qu'une archipélisation, c'est véritablement cette inscription dans des bulles de certitude. On le voit très bien dans les manifestations du samedi aujourd'hui, dans le mouvement anti-vax. Il y a une conviction, je ne dis pas une croyance, même si ça prend la forme d'une croyance laïque, une conviction partagée qu'il y ait une justification ou non, mais cette croyance est partagée et devient un repère qui devient le filtre de la vision du monde. On a une certitude et à partir de là, la vie devient plus simple. Au niveau de l'individu, de plus en plus, on assiste à une multiplication des séquences de l'existence. On n'est pas un et unique, on n'est pas exactement le même avec ses amis, avec tel groupe d'amis, avec tel autre groupe d'amis, avec la famille, avec telle partie de la famille, au travail. On change des fois d'une manière assez importante, de manière de s'habiller, de manière de parler, de structure, de pensée. Et d'un moment à l'autre, on n'arrête pas d'évoluer vers d'une séquence où on est dans un système de valeurs, de construction de la personnalité, à un autre. Et on prend des options. Admettons que j'ai été en retard pour venir ce matin. Je m'apprête à traverser la rue de Rivoli. Il y avait beaucoup de circulation. C'est hypothétique. Hein, je n'ai pas traversé. J'avais l'espace de 2 secondes. J'avais 2 options possibles. Ou bien je me dis, je suis quelqu'un de discipliné, d'organisé. L'important, c'est d'être à l'heure. Je prends le risque de traverser alors que le feu ne me le permet pas. Je vais peut-être avoir un accident, mais c'est extrêmement important. Donc je me projette un petit peu d'un point de vue imaginaire, dans cette image de moi possible, et je vais peut-être m'engager dans cette image, et puis j'ai l'autre option de me dire finalement... Je peux arriver 1 minute en retard, j'ai une vision plus hédoniste des choses, c'est pas bien grave et je ne vais pas prendre un risque. Micro-événement minuscule, absolument minuscule, mais c'est 2 options de moi avec des valeurs complètement différentes que je projette sur l'avenir. Donc qu'est-ce que l'on voit là? C'est que l'individu travaille sans cesse sur son identité, il prend des options d'entrer dans une définition possible ou une autre définition. Et il formule une évolution dans le long terme. Et c'est là qu'on arrive à cette formulation que Paul Ricoeur, le philosophe, appelle l'identité narrative. La forme dominante de l'identité, aujourd'hui, c'est un récit. C'est le récit de soi, parce que le récit, c'est à la fois une continuité, il y a une logique du récit et une évolution, une souplesse. Je suis moi, je suis un moi changeant, mais il y a une logique. Et cette logique, c'est l'histoire. C'est l'histoire de moi. Nous sommes sans cesse en train de nous raconter l'histoire de nous-mêmes à partir de tout ce que nous sommes en train de vivre. Alors, ce n'est pas une grande histoire avec un début et une fin. La plupart du temps, on se contente de raccorder les fragments éclatés du sens de notre vie. Mais c'est ce qui fait sens. Et c'est à partir de ce sens que je vais définir ma pensée et définir mon action. Parce qu'à un moment donné, ça, on n'en a pas conscience de cet éclatement de nous-mêmes, parce qu'à chaque instant, nous vivons dans une évidence, dans une totalité du sens. Sans une évidence claire, l'action est impossible. Au moment où je vais traverser la rue de Rivoli en attendant ou en prenant des risques,
j'ai une conviction, une évidence totale. Si je suis dans le doute, je vais pas prendre ma décision. Donc on est dans un travail à la fois de construction de la totalité de nous-mêmes, ce qui nous donne l'illusion que nous sommes une totalité un petit peu stable et continuelle, et dans la construction du récit. Il me reste un petit peu de temps, parce que là, du coup, qu'est-ce que ça veut dire ? Surtout si on parle, j'ai pris le petit exemple de la traversée de la rue de Rivoli, mais les projections identitaires vont beaucoup plus loin. Nous n'arrêtons pas de travailler aussi sur nos hypothèses d'avenir, ce que certains psychosociologues américains appellent les self-schémas de soi, ce travail sur et surtout deux psychosociologues, Sheldon Strecker et Hazel Marcus, notamment Hazel Marcus, qui parle des soi possibles. Nous n'arrêtons pas, je l'ai dit, d'avoir un petit peu ce récit de soi dans la tête. Plus qu'un récit, d'ailleurs, c'est souvent des images, c'est très visuel, c'est un petit cinéma. Des fois, c'est du pur rêve. On rêve d'avoir gagné le loto, ça ne va rien changer sur la réalité future. Par contre, on est dans les embouteillages sous la pluie, et puis on rêve qu'on est sur une île avec des cocotiers. Ça fait du bien, c'est sympathique. Et puis, le rêve peut revenir. Et petit à petit, on peut y introduire des éléments de réalisme et de crédibilité, des vrais personnages. Et là, on commence à construire un scénario identitaire. Et Hazel Marcus parle, à un certain moment, on passe au niveau du soi possible. Du soi possible, et on va tester la probabilité, la désirabilité de ce soi possible. Et là, Sheldon Strecker montre comment nous utilisons une mémoire émotionnelle des identifications passées. Ce qu'on a bien vécu déjà, comment on s'est senti bien dans quelque chose d'approchant dans le passé, et on va se projeter dans cette hypothèse de soi. Et c'est comme ça que progressivement, le rêve peut se transformer en projet, on va rentrer dans une pensée plus rationnelle, on va en discuter avec ses proches, on va évaluer les coûts, la faisabilité, etc. Mais tout aura commencé par une expérimentation identitaire qui se développe évidemment avec les instruments numériques de manière très très forte sur la toile aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? C'est que le cœur de l'identité d'aujourd'hui, c'est du pur subjectif, extraordinairement fluide, insaisissable. C'est un travail qui est très lié à l'imaginaire, qui utilise les images, qui utilise aussi les histoires, étant donné que j'ai parlé de cette identité narrative. Nous sommes dans une société d'images, mais nous sommes aussi, comme nous ne l'avons jamais été, dans une société qui produit des histoires, des films, des romans, des fictions, des séries. Nous avons besoin de tout ça pour alimenter notre capacité narrative pour nous-mêmes. Les produits, Benoît a très bien expliqué que les marques racontent également des histoires. Nous rentrons dans ce schéma narratif. Mais du coup, une question, si l'identité aujourd'hui, c'est ce travail ultra subjectif et complètement fluide, est-ce que là, on a tout dit de l'identité. Il y a quand même des choses qui existent. Nom d'un chien, il y a des hommes, il y a des femmes. De plus en plus gender fluide, d'accord, mais quand même, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des Bretons, il y a des Corses. Et un Corse, c'est un Corse, on sait ce que c'est quand même. Il y a une réalité objective, un petit peu naturelle, une réalité des personnes. Du coup, votre fluidité subjective, elle est un petit peu abstraite. Alors oui, il y a deux conceptions de la définition de l'identité. Peut-être s'agit-il d'une question de langage. Peut-être faut-il employer le mot identité que pour l'une des deux choses et pas pour l'autre. C'est tout à fait possible. Oui, il y a une réalité de l'individu très lourde. Il y a une mémoire de l'histoire, il y a déjà une biologie de l'individu. Bien sûr, le roi Gourand, qui a été cité par Benoît, montre très bien la profondeur de l'histoire que nous gardons en nous-mêmes. Nous gardons en nous-mêmes
y compris l'histoire de l'animalité de l'homme, qui est retravaillée sans cesse par les couches les plus récentes, mais nous avons malgré tout ces profondeurs en nous-mêmes. Alors, des profondeurs parfois qui sont des profondeurs culturelles, mais qui continuent à peser lourd. Françoise Héritier a très bien montré comment les premières sociétés, par exemple, ont été construites par une symbolique qui opposait le monde des hommes et le monde des femmes. Du côté de la symbolique des hommes, il y avait le feu et la guerre. Du côté de la symbolique des femmes, il y avait tous les liquides. Prenez un exemple complètement désuet, ridicule d'aujourd'hui. Le barbecue du dimanche en été, hein, avec le fait que les hommes, qui ordinairement dans la cuisine de tous les jours ne sont pas toujours très présents, là vont avoir parfois même du mal à voir une femme s'approcher du barbecue, quoi, hein. C'est véritablement leur territoire. Eh bien, effectivement, si on fait l'histoire du feu, les hommes ont toujours été étroitement liés d'une manière extrêmement forte à toutes ces symboliques du feu, y compris de la viande d'ailleurs. Si on fait l'histoire de la viande, on va voir la même chose, que ce soit dans le travail de la viande ou de la consommation de la viande. Et on ne parle pas de la viande grillée, où là on retrouve encore plus fortement l'homme. Donc là, c'est du culturel, mais qui continue à peser très lourd en nous-mêmes. Nous avons une histoire de nous qui fait que nous ne sommes pas une page blanche. Nous n'avons pas une histoire. Nous avons des histoires, des centaines d'histoires, souvent assez contradictoires d'ailleurs. Nous picorons dans ces histoires pour réactiver certains fragments. Donc, on ne peut pas inventer n'importe quelle histoire de nous-mêmes. Nous avons une réalité de nous-mêmes, mais à partir de cela, nous faisons ce travail subjectif permanent de donner, de produire le sens de la vie qui est la manière d'être nous-mêmes. Nous produisons ce récit de soi, et non seulement il faut écrire ce récit, mais l'important également, c'est qu'il faut y croire. C'est-à-dire, si nous n'adhérons pas, ou si nous adhérons mollement avec des doutes au récit de nous-mêmes que nous produisons, l'énergie vitale s'effondre et diminue. Ça peut se traduire par la déprime, la dépression. Alain Ehrenberg explique très bien que c'est la maladie psychique de l'époque, justement parce que nous n'arrivons pas à adhérer à ce récit de soi de nous-mêmes qui permet d'être pleinement avec soi, engagé dans l'action. Je ne sais plus du tout où j'en suis. Oui, alors il me reste 2-3 petites minutes. Alors je terminerai sur une petite notation quand même sur ce que nous sommes en train de vivre, que nous continuons à vivre aujourd'hui avec toutes ces étrangetés, le port du masque, bien sûr. Nous avons un petit peu oublié la force de l'événement des débuts en mars, avril 2020. Pourtant, contrairement par exemple aux attentats ou au 11 septembre, ce n'est pas venu d'un coup, ça a été légèrement progressif. D'abord c'était en Chine, c'est arrivé en Italie, mais les Italiens savent mal gérer les causes sanitaires et tout ça, mais bon, en fait ça nous est arrivé un petit peu après. Donc c'était légèrement progressif, mais le choc a été considérable. Nous avons vécu quelque chose d'historiquement qui est extrêmement important. Beaucoup de logiciels du fonctionnement de la société ont été inversés, complètement bouleversés, sans qu'on s'en rende totalement compte. Alors, dans le choc, il y a le fait que nous n'arrivions plus à penser la mort, parce que nous sommes dans une société de la quête du bonheur et du bien-être, et donc on refoule totalement l'idée de la mort. Donc cette survenue de l'angoisse de la mort a aidé au fait que nous avons été décrochés de notre vie ordinaire. C'est ça ce qui définit l'événement. Des fois c'est un événement médiatique qui nous prend que quelques heures. On est arraché à notre vie et on plonge dans cette communauté un petit peu médiatique autour de l'événement. Mais là, ça a été extrêmement fort. Nous avons été arrachés à notre vie ordinaire, mais un petit peu en suspension, en flottement, avec cette expérience très étonnante. Tout le monde n'était pas en confinement, mais c'était quand même une expérience étonnante. Et pour rejoindre avec mon sujet,
nous avons été arrachés aussi au récit ordinaire de nous-mêmes. Ça a été mis un petit peu en suspension, mis au ralenti, et nous sommes rentrés dans un récit collectif. Ça arrive très rarement dans la société de l'autonomie individuelle d'aujourd'hui. Nous sommes entrés dans un récit collectif qui n'était pas une grande histoire construite, qui était très pauvre, qui se résumait souvent à la courbe des contaminations. Ça on continue encore aujourd'hui, mais c'était beaucoup plus fort à l'époque. Et puis il y avait ces applaudissements de 20 heures et tout ça, d'une communauté qui se créait autour de la lutte contre le virus. Donc, récit très pauvre, image de l'hôpital, etc. Mais justement parce qu'il était pauvre, ça se résumait souvent à quelques chiffres, il permettait une adhésion, une entrée extrêmement forte de chacun dans ce récit. Là, c'est quelque chose qui était tout à fait étonnant. Et ce qui a été très intéressant, étonnant aussi, c'est la sortie de ce récit collectif, le fait de se retrouver dans le récit ordinaire de soi-même, et ça n'a pas très très bien fonctionné pour tout le monde. Petite notation aussi, au cœur de la crise du confinement, parfois ça a été extrêmement dur à vivre pour certaines personnes isolées qui avaient besoin de contacts, qui n'avaient plus, des logements qui au contraire étaient surpeuplés avec télétravail, école à la maison, etc., crise conjugale, donc c'était complètement explosif. Mais l'étonnant, à travers toute cette diversité, c'est qu'une majorité de personnes n'ont pas si mal vécu que ça, le premier confinement. Le fait d'être débranché, d'être d'être ramolli d'une certaine manière, de fonctionner un petit peu au ralenti, tout a été moins. Il y a eu du plus, on a dormi plus, on a plus regardé la télé, y compris des films débiles l'après-midi. Mais tout le reste était moins. On s'est moins habillé, on est resté des fois en pyjama toute la journée, on s'est moins lavé, on a moins lavé ses vêtements, on a moins fait l'amour. Certains avaient pronostiqué, pas moi, un baby-boom. Il n'y a pas eu du tout de baby-boom, ça a été le contraire, alors qu'on était toute la journée l'un sur l'autre dans le logement à rien faire. Alors évidemment, le partenaire était moins attrayant que d'habitude, mais ça fait rien. Derrière tout ça, il y a le fait que tout était au ralenti, et derrière ce ralentissement, alors qu'on avait décroché du récit de soi, du coup, ça a développé un questionnement existentiel. Mais finalement, qu'est-ce qui est important dans la vie? Est-ce que les petites choses ordinaires de la vie, mon engagement professionnel, comme on avait été décroché des rythmes habituels, il y avait ce questionnement qui repartait. C'est une des explications de la difficulté de repartir comme avant au déconfinement, parce qu'il y avait un certain doute. Et aujourd'hui, on est dans cette période où on tente ou bien de reconstruire le récit d'avant, ou bien de le faire évoluer vers quelque chose qui soit un petit peu différent, mais c'est toujours un travail. Nous sommes des écrivains de nous-mêmes, d'une certaine manière. Nous travaillons ce récit sans cesse, et nous sommes obligés de le faire. C'est une fonction qui est devenue totalement vitale aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Jean-Claude, parfaitement on time, c'est super. Justement, moi je voulais, vous l'avez abordé à la fin, mais c'était la question que je voulais vous poser sur, vous abordez beaucoup ce jeu finalement de l'identité. On a des enjeux assez collectifs, non seulement cette crise sanitaire, mais demain d'autres enjeux. Est-ce que vous voyez quand même l'apparition au-delà de ce jeu de plus en plus, cette identité de plus en plus individualisée, ce récit individuel, quand même l'idée on a vu aux premières heures de la crise qu'on a vécue, beaucoup plus du nous, des enjeux collectifs. Aujourd'hui, comme le disait Philippe, on a l'impression qu'ils sont un peu perdus. Est-ce qu'il y a dans votre idée l'idée de d'une identité du nous qui se construirait quand même un petit peu plus que la tendance qui est manifestement plus individualiste? Oui, alors le mot individu. Alors on est dans une société individualisée, hein, mais c'est comme le mot identité. Faut pas mal le comprendre, parce que ça peut renvoyer à individualisme, narcissisme, etc. Et parfois ça renvoie à ça. Mais le
cœur du changement de société entre la société d'autrefois qui cadrait l'individu et qui le définissait par l'extérieur, c'est que l'on part de soi. Plutôt qu'individualisme, il faudrait parler d'autonomie individuelle. On est le centre de soi, et d'ailleurs dans un de mes livres, j'ai expliqué comment c'est un développement de la démocratie, comment historiquement la démocratie avait commencé comme un système politique qu'on connaît bien, et que depuis les années 60, il y a un élargissement à la vie quotidienne. Il y a une hyper-démocratie qui ne cesse de s'élargir. On le voit bien sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Chacun voudrait pouvoir décider, avoir un pouvoir d'action dans tous les domaines et décider en tout. Donc, on part de soi de plus en plus, mais on n'est rien si on est seul dans la vie, quoi. On est quelque chose que dans l'interaction avec les autres. Alors, ça peut être des petits collectifs ou des plus grands collectifs. Alors, bien sûr, tout l'enjeu, c'est de la construction de ces collectifs. Aujourd'hui, la problématique dominante, c'est qu'on ne rêve que de collectifs, même le désir de fête qu'on a vu cet été. C'est le temps de la fête, on se lâche, on s'abandonne en tant qu'individu calculateur et on est un élément du groupe qui fait la fête. Et là, on se sent pleinement faire groupe. Et là, c'est un bonheur. Mais ce qui est extraordinaire dans la fête, c'est qu'on sait qu'on va se dégriser et qu'on va sortir de la fête et retrouver le vieux soi. La grande peur aujourd'hui, c'est d'être pris. La grande question, c'est l'engagement qui est très dur, y compris l'engagement conjugal, quoi, hein. C'est extrêmement dur parce qu'on a peur de se gourer, de se tromper, d'être piégé, quoi, hein. Donc on ne rêve que d'engagement, mais on veut ne pas être piégé en même temps. Quant à une identification, un engagement plus collectif au moment de toute une communauté, le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait un drame. C'est terrible à dire, mais il faut... Au moment où il y a un drame, ça va provoquer un sursaut collectif, et là, on voit qu'il y a un désir d'humanité chez les gens pour se retrouver ensemble. Mais retrouver ensemble pour faire quoi? Là, c'est extrêmement compliqué, mais c'est l'aspect un peu réjouissant par rapport à d'autres qui sont beaucoup plus problématiques quand on envisage l'avenir. C'est qu'au moment où ça tourne mal, où il y a vraiment un drame, il y a un sursaut et un désir d'aller retrouver l'autre. Et les applaudissements de 20 heures, par exemple, et toutes les initiatives de solidarité, ce n'était pas des petites choses. C'était quelque chose d'extrêmement fort qui montrait l'amorce d'un autre type de société qui pourrait être extraordinaire. Merci beaucoup, Jean-Claude.